Bienvenue à tous, vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. Aujourd'hui, avec Emmanuel Robert, on a décidé de vous parler de médias avec Jean-Jacques Deleu. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef et le directeur de l'information de la chaîne d'information bruxelloise BX1 et vous êtes également le rédacteur en chef invité du numéro du mois de janvier du Bruxelles Métropole. À la rentrée 2019, vous innovez avec l'arrivée d'un nouveau média, la radio BX1+. Cette radio est avant tout complémentaire avec la télévision et le web et propose une programmation en direct du lundi au vendredi. Alors une chaîne de télé, un site web et maintenant une web radio. Pourquoi avoir choisi d'opter pour ce nouveau média ? Mais il y a une logique, il y a une logique quand on est un média et qu'on veut être un média de référence sur Bruxelles, d'avoir à la fois de la télé, du digital et de la radio. C'était déjà le cas de Breuse, qui avait cette possibilité-là d'avoir une radio néerlandophone. Côté francophone, c'était pas encore possible. Heureusement, la COCOF nous a donné les moyens de pouvoir lancer une radio. Malheureusement, le CSA ne nous a pas accordé de fréquence FM ou de fréquence DAB+, en disant qu'on était un service public, et donc on n'avait pas droit à postuler dans le pot privé des fréquences, mais on a quand même décidé de lancer la web radio, donc la radio en digital, le 27 septembre dernier. Disponible sur votre site internet ? Oui, et puis sur les smartphones et sur la plupart des plateformes numériques où on peut avoir des web radios. Et avec des nouveaux produits, des émissions exclusives ? Oui, parce qu'on a voulu faire à la fois un média hybride avec la télé. Par exemple, on a une émission entre 12 et 14 heures emmenée par Fabrice Grosfilet qui passe à la fois en télé et en web radio. Ça s'appelle Toujours plus d'actualité, donc c'est un caractère hybride. Et on a aussi des émissions qui sont spécifiquement radiophoniques, où on a voulu faire un produit typiquement bruxellois et très complémentaire à ce qui existe déjà aujourd'hui dans le paysage radiophonique. Et quel est l'intérêt justement de cette hybridité ? Est-ce que c'est utile parce qu'en même temps ça meuble et que de créer du contenu ça coûte cher ? Ou alors est-ce qu'il y a vraiment un intérêt parfois d'avoir une émission en télé et en radio ? Ici, nous, on est fabricant de contenu à BX1. Donc le contenu, il doit se retrouver sur toutes les plateformes. Donc on se dit que quand on fait un contenu riche, comme cette émission Toujours plus d'actu, avec beaucoup d'invités, beaucoup de chroniques et pas mal de reportages et d'infos, ce serait dommage que ça ne passe pas en télé aussi. Donc à un moment donné, on essaye de joindre le pragmatique à l'agréable et à donner le plus de puissance et le plus d'impact. Et est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu justement des contenus propres à cette radio ? Alors donc, en dehors de cette émission hybride dont je parlais, il y a des contenus qui sont spécifiquement radiophoniques. De 10 à 12 heures, il y a une émission qui s'appelle Les Acteurs de Bruxelles. Alors là, l'idée est de faire connaître des personnalités bruxelloises. Et c'est Soraya Amrani, qui est une journaliste culturelle qu'on a vue d'ailleurs dans, par exemple, 50 degrés Nord ou à l'RTB notamment, qui anime ses portraits. Donc elle va sur place avec son matériel radiophonique, elle va chez la personne ou dans un lieu que la personne a choisi et l'interview pendant 2 heures. Donc c'est une longue interview, entrecoupée de musique, certes, mais quand même ça permet d'aller plus loin avec des personnalités bruxelloises du monde de l'entreprise, de la culture, de sport. Mais on parle de la personne elle-même, de son trajet, d'éléments d'actualité. Et Soraya, c'est une accoucheuse de bons mots et de bonnes formules et d'éléments très intéressants. C'est, pour ceux qui l'ont connu, c'est un peu radioscopie version bruxelloise. Ça, c'est pour l'émission de 10 à 12 heures. Et il y a toujours une possibilité de réécouter. C'est du replay qui existe sur notre site si on ne peut pas évidemment l'écouter en direct. De 14 à 16 heures, là, il y a une autre émission qui se fait aussi à l'extérieur. Ça s'appelle Bruxelles Vie. Et là, c'est une jeune journaliste, Charlotte Maréchal, qui vient de sortir de l'IEX, qu'on envoie sur le terrain, là où il se passe quelque chose à Bruxelles. Alors, pendant le salon de l'alimentation, pendant une répétition d'un spectacle de théâtre, pendant une lecture publique dans une bibliothèque, sur un marché par exemple, et elle se balade avec son micro et elle fait parler ceux qui font vivre Bruxelles, ceux par qui l'action bruxelloise existe, et c'est très vivant, ça donne vraiment l'image de ce qu'est Bruxelles aujourd'hui. Rendez-vous compte, aller 4 heures par jour dans Bruxelles pour faire une émission de radio, ça n'existe pas, ou ça n'existe plus, donc c'est vraiment une première. Et quels sont les retours ? Alors les retours, d'abord, il y a
il y a les gens que l'on demande, à qui l'on demande de participer. Donc il y a les gens qui se font interviewer, il y a les gens qui organisent des festivités, et il y a les auditeurs internautes. Alors les gens qu'on contacte, ils sont très étonnés déjà qu'on s'intéresse à eux autrement que par juste un petit reportage en télé ou un article quelque part. Donc on a un accueil évidemment extraordinaire. Les gens dont on fait les portraits aussi, puisque c'est des gens parfois connus, mais c'est aussi parfois des gens qui ne sont pas très connus. Donc c'est aussi déniché. Oui, on les met dans la lumière, ces gens-là, dans la lumière sonore, bien sûr, pendant quelques temps. Et alors, les auditeurs internautes, évidemment, eux, ils découvrent un nouveau modèle radiophonique. Donc, oui, on a des messages d'encouragement qui nous arrivent. On a commencé, au moment où on enregistre ce podcast, ça fait même pas un mois qu'on a commencé. Donc et est-ce que c'est pas justement excitant de voir ça, parce que c'est vrai que des fois l'image vient pas forcément polluer, mais voilà, il y a tout un langage. On a fait le double exercice le 27 septembre quand on a lancé la radio. Je m'étais dit, tiens, on va faire quelque chose d'un peu spécial, et donc on a filmé la radio. Donc on a passé à la télévision l'ensemble des émissions de radio. Donc on a vu Soraya interviewer Aurélie Dieudonné ce jour-là. On a vu Charlotte Maréchal se balader, c'était dans les couloirs justement de BX1 ce jour-là. Donc ça donnait autre chose. Mais c'est pas ça qu'on voulait. Ce qu'on voulait, c'est un vrai programme radio. C'est vous avez votre casque, vous écoutez ça, et vous êtes plongé dans l'intimité de la personne dont on fait le portrait ou dans le lieu qu'on fait vivre. Et il y a une troisième émission, c'est la mienne, donc je vais essayer de pas l'oublier, entre 16 et 17 heures, en direct aussi, du lundi au vendredi, où là on fait connaître les podcasts. Comme ce podcast-ci, par exemple. Elle est très à propos, pour le coup. Voilà, oui, tout à fait. Et donc, l'idée, il n'existe pas médiatiquement aujourd'hui, il n'en existait pas d'émissions où on mettait en avant les podcasts comme on peut mettre en avant des romans, des pièces de théâtre, des films, des séries, des jeux vidéo. Ça, c'est donc la première fois que ça se fait, et j'essaye d'inviter 2 concepteurs de podcasts ou de création sonore par jour, et leur permettre d'expliquer leur démarche et aussi de passer 2 extraits de leur podcast. Alors, Jean-Jacques Delay, BX1 est un média régional bruxellois, comme nous le sommes nous-mêmes avec notre magazine. Qu'est-ce que les médias locaux apportent en 2020 ? Qu'est-ce qui fait leur spécificité ? Alors, ce qui fait la spécificité, c'est évidemment la proximité. Et donc, que l'on va s'attacher à des sujets qui touchent nos auditeurs, téléspectateurs, internautes de la zone bruxelloise. Et ça nous permet, si vous voulez, de mieux cerner les thématiques à traiter. Je crois qu'il est essentiel que les médias locaux aient l'occasion d'exister, car quand on est abreuvé seulement de médias internationaux ou de médias nationaux, on perd le contact avec la vie de tous les jours. Et je le vois, il y a hélas, quand on prend les différentes communautés qui se trouvent à Bruxelles, souvent elles sont chacune dirigés vers leur pays d'origine, quel qu'il soit. Hein. Et grâce aux satellites, grâce à Internet, tout ça est facile. Mais donc parfois, ça les fait se déconnecter d'une certaine réalité, notamment de ce qui existe dans le monde de l'entreprise, dans le monde social, qui sont bien ancrés, eux, dans une réalité régionale et locale. Donc le média local est très important, et on se bat pour que les Bruxellois puissent accéder à tous les médias possibles. Leurs médias d'origine, les médias qui leur plaisent, et aussi le média local. Et puisque nos auditeurs sont en principe plutôt des entrepreneurs, quelle est la place de l'économie et des entreprises dans vos programmes ? Alors, la place de l'économie et des entreprises est très importante. On essaye de mettre en valeur l'actualité de l'entreprise, c'est-à-dire les mouvements des entreprises qui naissent ou qui arrêtent, hélas. Il y a aussi tout l'aspect de la réglementation, quand elle évolue, nous traitons dans nos magazines d'information. Mais on a aussi des magazines très spécifiques qui sont dirigés vraiment vers le monde de l'entreprise. On a une émission mensuelle que nous réalisons avec le journal L'Écho, ça s'appelle Big Boss. C'est Marie-Noël Dinan et Paul Gérard qui animent cela, et chaque mois, nous prenons une entreprise bruxelloise et on en fait la carte d'identité. La personne est invitée en studio, en plateau
télé, donc c'est une émission de télé, et ça permet de découvrir là aussi des chefs d'entreprise qu'on ne connaît pas ou des entreprises qu'on ne connaît pas. Il y a aussi une émission qui s'appelle After, où là on va à la découverte de 3 lieux bruxellois qui sont nouveaux, et c'est souvent des lieux commerciaux. Ce sont souvent des magasins, c'est de l'Horeca, c'est ces lieux qui viennent de naître. Eh bien, on est parmi les premiers à y aller et à les faire découvrir dans cette émission-là qui est hebdomadaire et qui passe le samedi. Alors, comment est-ce qu'en 2019, on fait pour se démarquer et créer de l'info de qualité ? On fait ça de la même manière qu'en 2018. Il y a certains canons de crédibilité qui existent dans le monde du journalisme et qu'on respecte. La déontologie, ça s'appelle, et le croisement des sources, les vérifications des sources. Et puis, nous faisons très attention, étant une ASBL de service public, à parler de tous et de tout. Donc, notre seul critère excluant, c'est évidemment les interlocuteurs qui discrimineraient, feraient des appels à la haine. Donc, à ce moment-là, il n'est pas question de les faire passer sur notre antenne en direct. Il y a un cordon sanitaire qui existe. Mais pour tout le reste, on essaye d'équilibrer. C'est-à-dire quand on fait un reportage sur une problématique, on essaye d'avoir celui qui est pour, celui qui est contre. Prenons l'exemple, une entreprise qui a des difficultés, qui doit dégraisser, ou en tout cas diminuer son personnel. Eh bien, on va donner la parole aux représentants du personnel, aux représentants de la direction, aux représentants des consommateurs, si les consommateurs sont concernés, aux responsables publics aussi, s'il a quelque chose à dire. Donc l'idée, c'est que tout le monde ait la parole, oui, et que on traduit ces informations-là de la manière la plus correcte. Vous savez, dans le terme reportage, c'est le mot rapportage qui est important. Nous sommes là pour rapporter des faits et non pas pour influencer la manière dont la société doit évoluer. Souvent, j'ai des chefs d'entreprise qui ne sont pas contents parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas pu donner leur avis. Souvent, la direction décide de ne pas parler ou de ne pas communiquer. Je crois que c'est un tort. Il faut communiquer. Même quand c'est des mauvaises nouvelles, je crois qu'il faut communiquer. On est toujours gagnant. On ne gagne jamais rien à ne pas communiquer. Alors j'aimerais partager avec vous, pour rebondir là-dessus, juste une réflexion de Philippe Laloux. Oui, c'est ça, Philippe Laloux, ex-rédacteur en chef adjoint du Soir, qui disait dans Le Temps, cela fait des années qu'on cherche des réponses techniques, technologiques. Comment être mieux référencé dans les moteurs de recherche ? Faut-il passer à la vidéo 360 degrés ? Je fais partie des coupables. On a oublié que les Facebook Live et autres ne sont que des outils. La claque est sévère aujourd'hui et il faut revenir aux fondamentaux du journalisme. En tout cas, à BX1, qui s'appelait Télé Bruxelles avant, on n'a pas oublié ça. Ça a toujours été une règle d'or. On n'est pas monté dans ce tourbillon d'aller le plus vite possible pour être les premiers à donner une information. Bon, c'est une caractéristique qu'on a. On essaye de donner l'information le plus vite possible, mais on prend le temps qu'il faut pour la vérifier. Donc, on ne retrouvera pas dans les courses au clic, dans les articles putaclic, comme on les appelle, avec des titres accrocheurs, et en fait, il n'y a rien dans l'article derrière. C'est pas notre style. Voilà. Les autres font comme ils veulent, mais en tout cas, nous, c'est pas notre style. Et les réseaux sociaux, c'est un challenge pour vous ou ça... Alors, les réseaux sociaux, on a beaucoup investi dans les réseaux sociaux maintenant il y a 3 ans, en ayant des spécialistes in-house qui puissent travailler là-dessus, des jeunes évidemment qui étaient nés dans les réseaux sociaux pratiquement, et donc ça nous a permis de bien partager, de bien viraliser nos contenus. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pour nous un support, un média comme un autre, autant que la télé, la radio, le web, les réseaux sociaux, c'est un moyen de partager nos contenus. Et c'est quelque chose que vous maîtrisiez bien, parce que si mes sources sont bonnes, vous étiez au Nouveau Média avant chez RTL. Moi, j'ai travaillé 27 ans chez RTL, où j'ai fait de la radio, et notamment des nouveaux médias à la fin de ma carrière. Mais ici, on est bien plus loin que de créer de nouveaux médias, parce qu'à RTL, l'objectif était vraiment de créer des nouveaux médias. Ici, on n'est pas en train de créer de nouveaux médias, on est plutôt en train de bien diffuser nos contenus le mieux possible sur toutes les plateformes existantes.
pour rebondir sur les 2 dernières questions, vous qui avez travaillé dans une grande chaîne nationale et qui travaillez maintenant dans une chaîne régionale, sur la crédibilité des médias, être un média local, supposément plus proche de son public, est-ce que ça inspire davantage confiance parce que l'échelle est réduite ? En tout cas, quand on va faire des tournages dans des quartiers un peu plus difficiles que d'autres, on a moins de difficultés parce que les gens qui sont là nous perçoivent comme étant plus proches d'eux. Donc que l'on peut s'adresser plus facilement à nous que vers une chaîne nationale où c'est plus compliqué, c'est plus grand, peut-être que ça a une image qui est plus négative que la nôtre. Nous, on ne fait pas de divertissement, on ne fait pas de fiction. Donc on n'a pas d'image associée à des émissions comme The Voice ou Star Academy ou autres. Nous, c'est de l'information, du magazine, de la culture. Donc, on a plutôt une image sérieuse. Donc, on est moins soumis, je crois, à une mauvaise publicité. Ceci étant dit, il y a une maladie générale qui touche le journaliste et son rôle de médiateur dans la société. Ça, évidemment, on est pris dans ce tourbillon-là. Mais je crois que par rapport aux autres, on a une image qui est un petit peu meilleure, en tout cas. Alors, ce qu'il y a eu, c'est que pendant des années, il y avait une image, il faut le reconnaître, qui était une image où on avait l'impression que les télés locales et Télé Bruxelles, par exemple, étaient trop liées au pouvoir public. Comme c'est une ASBL de service public, à l'époque, le conseil d'administration était entièrement politique. Il a même été présidé par Philippe Moreau à un moment donné, à un autre moment par François-Xavier de Donéat. Donc, tous les partis s'y retrouvaient à l'époque avec des mandataires. Et donc, ça donnait un peu l'impression peut-être que c'était la voix de l'échevin, la voix du bourgmestre ou la voix du député. Bon, aujourd'hui, la réalité n'est plus celle-là. Le conseil d'administration est toujours partiellement une émanation de la représentativité politique, mais pas avec des mandataires, avec plutôt des gens du monde de la société civile ou des spécialistes des médias. Et en tout cas, moi, en tant que rédacteur en chef et directeur de l'information, je n'ai aucun contact avec les administrateurs de BX1. Ils font leur travail d'administrateur, ils travaillent avec le directeur général, et l'information et la rédaction sont vraiment gardées totalement en dehors de ça. On a une totale indépendance. On dit parfois qu'une des manières de renouer avec la confiance journalistique, c'est de montrer les coulisses de l'info, les conditions de fabrication de l'information, le travail de terrain des journalistes, quoi. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous êtes attentif chez BX1 ? Oui, bien sûr, c'est très important. C'est pour ça que je suis toujours très content d'en parler et de répondre aux questions. Et quand on m'interpelle sur les réseaux sociaux ou par mail ou autrement, je réponds toujours. À Bel RTL, j'avais mis au point une émission où je répondais aux questions des auditeurs en direct. Et là, sur BX1, depuis qu'on a fait BX1+, je fais une chronique tous les jours qui s'appelle La Tour de Contrôle. Donc c'est en radio. Donc il faut écouter BX1+, pour cela. C'est vers 12h10 où je reviens sur un élément qui explique les coulisses de l'info. Donc, je sais pas moi, expliquer comment s'est passé le tournage d'une manifestation qui a mal tourné samedi dernier, expliquer pourquoi parfois les gens ne veulent pas que l'on tourne, pourquoi on gêne parfois des gens quand on vient avec une caméra, expliquer qu'est-ce qui lancerait en Belgique ou sur une chaîne comme BX1 d'un chroniqueur qui, comme Éric Zemmour, serait condamné pour haine raciale. Enfin bon, tous des sujets qui sont des questionnements qu'on se pose en interne et que l'on a envie de faire connaître à l'externe parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir de secret pour les téléspectateurs, les auditeurs et les internautes. Pour terminer, j'avais une dernière question pour vous. Je ne sais pas si vous savez, mais... Alors, une avant-dernière question, la dernière pour moi en tout cas. Chaque année, il y a un congrès du journalisme qui a lieu. L'année dernière, c'était en Suisse, à Genève. Il y avait Antonio Guterres d'ailleurs qui était parmi la foule. Et on a beaucoup parlé de journalisme de construction. Et un peu l'idée qui en est ressortie, c'est de se dire finalement, parfois dans les médias, il vaut mieux aujourd'hui privilégier le dialogue au débat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'ai le malheur d'être un peu âgé, et donc de connaître ce débat sur le journalisme des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles, le constructif, le positif, il a eu plein de noms, le citoyen aussi, le journalisme civique, voilà, on a connu tous les noms, maintenant on parle beaucoup du journalisme effectivement constructif.
Je crois que le journalisme, c'est surtout le journalisme. Et on peut faire du bon dialogue et de bons débats juste en posant les bonnes questions et en étant attentif aux questions que se posent les gens de manière générale et en n'ayant pas de connivence avec les gens qu'on interviewe. Et je crois que ça, c'est la bonne solution. Et je ne crois pas à ces thèses qui parlent d'un nouveau journalisme. Il n'y a pas à réinventer le journalisme, il y a à faire du vrai journalisme, point. Après, il y a des tendances quand même qu'on peut noter, c'est-à-dire le slow journalisme n'est pas le même que le journalisme. Prendre 6 mois ou 4 mois pour écrire... écrire un livre, faire une enquête, c'est du slow journalisme. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça du slow journalisme ? Moi, je trouve ça inutile. Vous n'êtes pas sur les courants. Et donc, dialogue, débat, les deux sont importants. Mais oui, parce qu'il y a un moment où il y a un dialogue qui est effectivement intéressant et un échange d'arguments qui permet d'arriver à quelque chose. Il y a un moment où un débat où il faut confronter les idées, et où c'est pas juste un échange, ça doit être une confrontation. Les deux sont valables. Je prends un exemple. On a une émission le mercredi qui s'appelle Versus en télé à 18h30. C'est un débat avec 4 ou 5 personnes sur une question d'actualité. C'est Michel Gaillère qui anime ce débat. Et à la fin du débat, ce qu'il a mis en place, c'est qu'on pose une question sur quel est l'argument de la personne qui est en face de vous que vous acceptez. Et donc là, on entre dans une nouvelle dimension. Et je crois que je ne vais pas faire croire qu'on fait du journalisme constructif, on fait juste un bon débat. Après, avec l'intérêt des bonnes aussi, questions. Voilà. En variant aussi évidemment les invités. Et oui, bien sûr. Moi, ce qui m'énerve, c'est les débats où on ne laisse pas parler les gens et où le présentateur parle, ou la présentatrice parle plus que les personnes qu'elles invitent. Je ne vois pas l'intérêt. Alors encore une question de ma part. BX1, c'est une télé, un site web, une radio, on en a parlé, c'est aussi une entreprise. Quels sont vos défis en tant qu'entreprise en 2020 ? Alors, notre défi, c'est qu'on a un déménagement, et donc c'est pas 2020, mais en fait c'est 2022, mais on va déménager dans une maison qu'on va construire avec la région bruxelloise. Ça s'appelle la Maison des Médias, et elle sera dans le Mediapark. Donc ça, c'est vraiment un gros défi. On a eu un gros défi en 2019 déjà, qui était de lancer la radio, de se lancer en HD, d'avoir une nouvelle newsroom, d'avoir un nouveau studio virtuel. On va devoir digérer ça en 2020. Voilà, donc notre objectif en 2020, c'est digérer toutes les nouveautés qu'on a mis en place maintenant en 2019 pour être prêt à un déménagement en 2022. Et alors sur l'aspect plus économique, on vit essentiellement de subsides, pour à peu près 80%. Donc on est en train quand même de développer la publicité et l'aspect local. Donc là, comme il y a des entrepreneurs bruxellois qui m'écoutent, sachez que BX1 est un très bon vecteur commercial. Et donc il y a moyen de faire de la publicité en télé, en radio et sur le digital, et on va essayer d'encore développer cet aspect-là avec des produits commerciaux plus intéressants. Mais moi, je ne m'en occupe pas personnellement. Vous contactez Marc Depot qui s'occupe de ça chez comme moi. Ça, c'est dit. Bien, nous parvenons à la fin de cet entretien. Merci Jean-Jacques Delay, qui, je l'espère, vous aura donné envie de regarder BX1. Et d'écouter BX1+, aussi. Et d'écouter BX1+, bien sûr. N'oubliez pas de lire le magazine Bruxelles Métropole de janvier, dont Jean-Jacques Delay sera le rédacteur en chef. Merci à Elisa, merci à la réalisatrice Ophélie, merci à vous qui nous écoutez. On vous revient très bientôt en podcast avec d'autres invités. Merci à tous. Au revoir.